Ilia Topuria et Islam Makhachev tiennent-ils leur prochain adversaire? Kyoji Horiguchi pourrait-il détrôner Pantoja? Et quels seront les noms à retenir après cette magnifique soirée? Dans cet épisode, on revient sur l'UFC Qatar, une carte très attendue et qui n'a pas déçu. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du Contenders Podcast, le podcast d'un passionné de MMA qui parle de sa passion à d'autres passionnés. Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Contenders Podcast rentre dans une deuxième dimension, dans une nouvelle dimension avec cette deuxième saison. Alors, je veux pas trop embêter ceux que ça n'intéresse pas forcément, donc si vous voulez passer directement au contenu en lui-même, n'hésitez pas à aller au timecode dans la description. Pour ceux que ça intéresse, je vais rapidement vous expliquer ce qui va changer, et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, c'est encore en construction, on va dire. Je vais construire ça aussi avec vous, en fonction de ce que vous trouvez sympa, ce que vous trouvez moins bien. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Je vais désormais séparer le Containers Podcast en plusieurs épisodes parce que je pense qu'en fait, la durée de quasiment 2 heures parfois est un peu trop longue pour YouTube. Donc, je vais séparer la partie preview, la partie récap et la partie actu et FAQ que je regrouperai entre elles. Donc, au lieu d'avoir une vidéo par semaine, vous en aurez donc 3, mais donc individuellement plus courtes, évidemment. Et pour ce qui est du format principal, du coup, qui restera le format récap, celui que je suis en train d'enregistrer là, la structure, entre guillemets, va évoluer avec 6 rubriques. Il y a eu de la réflexion, les gars. La première, ça sera la soirée en chiffres, où je vais revenir sur la soirée à travers les chiffres. Donc là, en l'occurrence, ça sera donc le nombre de combats, le nombre de finishes, la liste des bonus, voilà un petit peu une revue rapide de la soirée et le bilan de mes pronostics donc de la preview, voir à quel point est-ce que j'ai été bon ou pas, et on essaiera de tenir un petit peu le compte pour voir sur quelle soirée je suis bon ou pas, ça peut être marrant. La deuxième partie qui sera un petit peu ce que vous connaissez déjà, le récap des combats principaux. Donc voilà, on ne peut pas faire plus simple, hein, les combats principaux, donc ça c'est ce que vous connaissez, avec le détail des principaux combats qui m'ont intéressé et le matchmaking pour la suite. Une troisième partie qui sera alors assez similaire mais dédiée spécifiquement aux prospects, donc qui s'appellera le radar à prospects, où je parlerai également, en plus donc de faire ce que je fais pour la carte principale, enfin pour les combats principaux, pardon, je le ferai donc pour les prospects spécifiquement, et en plus de donner donc l'analyse des combats, des performances, tout ça, dire si le prospect en question a validé ou non sur ce combat-là son statut de prospect, et vous faire un top 3 des prospects à suivre sur cette carte, enfin à suivre du coup à l'avenir et qui étaient présents sur cette carte, en plus de, alors ça pour le coup ça évoluera avec le temps, mais un petit classement top 15 des prospects, mon petit pound for pound des prospects à l'UFC, et en fonction des différentes victoires, voilà, ça montera, ça descendra, ça peut être marrant. Alors peut-être que comme ça c'est pas très clair, hein, vous verrez directement quand on sera cette partie, ça sera je pense plus clair pour tout le monde. Une quatrième partie qui est plutôt un peu humoristique, on va dire, top, enfin mi-sérieuse, mi-humoristique, ça dépendra des cartes, top et flop, voilà, du basique, donc top 3 flop, top 3 top, enfin ouais, c'est pas très clair du coup top 3 top, mais vous avez compris l'idée. Mes 3 en gros flop de la soirée, mes 3 tops de la soirée. Partie 5, très rapide également, le Contenders bonus, donc je décernerai mon combat de la soirée, ma performance de la soirée, KO de la soirée, soumission de la soirée, selon moi évidemment, et je vous inviterai bien sûr à en débattre en commentaire. Pareil pour les top, flops, n'hésitez pas, hein. Le but c'est aussi de développer le côté interactif de ce format-là en vous faisant participer à ces différentes rubriques en commentaire. Et on terminera donc sur la note pour conclure ce récap, où je repartirai de ma note sur le papier et je donnerai ma note en pratique, entre guillemets, une fois la carte ayant eu lieu. Voilà pour les nouveautés de la saison 2 du Contenders Podcast. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, là, je prends vraiment vos retours pour le coup, parce que voilà, c'est un entre guillemets gros changement par rapport à ce que je faisais d'habitude, et j'aimerais vraiment que ça devienne un format un petit peu plus important sur la chaîne. Donc c'est pour ça que je fais ces quelques modifications là, et puis vous allez voir aussi, il y aura quelques modifications sur le plan du montage pour illustrer un petit peu tout ça plus efficacement, on va dire. Ceci étant dit, nous attaquons donc dans le nouveau format du Contenders Podcast, de la partie récap, avec donc le premier point, la soirée
en chiffres. Donc cette soirée à l'UFC Qatar, très belle soirée d'ailleurs, je me suis régalé, je pense que vous aussi. 14 combats, 9 finishes, hein, c'est assez impressionnant. Je pense que cette année, en Fight Night du moins, et même peut-être au global, il n'y a que l'UFC Paris qui a fait mieux, où il y avait, il me semble, 11 finishes, 9 KO je crois à l'UFC Paris, assez impressionnant. Donc là on est sur 9 finishes, 5 KO, 4 soumissions. Pour ce qui est des bonus, 4 performances de la soirée. Arman Saroukian, Waldo Cortés Acosta, Kyoji Horiguchi et Luke Riley qui faisait donc également ses débuts. Et pour ce qui est de mon bilan prono par rapport à la semaine dernière, par rapport à ma preview plutôt, donc j'avais fait 12 pronos sur la carte précédente, évidemment j'avais pas parlé de tous les combats. Ça tombe à 11 du coup avec l'annulation de Spivak contre Gaziev, alors Gaziev qui est resté sur la carte mais Spivak qui a été remplacé par Waldo Cortés Acosta. Pour ce qui est des pronos, alors j'ai fait 3 catégories. J'ai fait bon, donc les pronos où j'ai le bon vainqueur, exact où j'ai le vainqueur et la méthode, et les pronos parfaits où j'ai le vainqueur, la méthode et le round. Donc ça concerne évidemment plus spécifiquement les KO et les soumissions. Donc pour les bons pronos, je commence très fort, je suis à 10 sur 11. Pour les pronos exacts, je suis à 5 sur 11. Et pour les pronos parfaits, je suis à 4 sur 11. Donc franchement, pour une première de la saison 2, j'ai choisi le bon moment pour démarrer parce que j'ai vraiment été pas mal. Donc voilà, ceci étant dit, ça sera toujours une partie assez rapide à la première. On rentre donc dans le vif du sujet avec la partie 2, le récap des combats principaux. On va commencer du main event vers le bas de la carte. Évidemment, le bas de la carte sera davantage dans la partie 3 spécifique au prospect. Je vais y arriver. Donc, Arman Tsarukyan qui s'impose à la soumission dans le deuxième round face à Dan Hooker. Une performance magistrale, hein, je pense qu'on peut le dire. On peut, je pense, même utiliser le terme de masterclass. Debout, je trouve qu'il a été assez impressionnant parce qu'on sait que Dan Hooker, c'est quand même un très bon striker. Je ne sais pas si je le mettrai dans les meilleurs de la catégorie parce qu'il y a quand même du monde chez Lightweight en striking, mais voilà, il appartient en tout cas au top 5, je pense qu'on peut le dire, dans le top 15. Pourtant, Arman a complètement dominé debout. Il s'est fait assez peu toucher, il a été très précis. On sait qu'il est explosif. Voilà, il a clairement de grosses capacités physiques, Arman, et ça se transfère, je trouve, debout dans son explosivité. Mais là, en plus, je trouve qu'il a encore gagné en précision, de plutôt bons mouvements. Pour ce qui est du sol et de la lutte, bon, bah, ça, on sait que c'est ses points forts et ça, il n'a pas déçu là-dessus. Très très bonne lutte. Au sol, une excellente défense de soumission. Les deux, alors je crois que c'est des Gator Roll qu'il fait, mais je crois que c'est pas dans le sens habituel qu'il le fait pour sortir des deux guillotines de Dan Hooker, vraiment très impressionnant. Et surtout, et moi c'est toujours la chose qui me marque le plus chez Arman, c'est vraiment son excellent ground and pound. Je trouve que par rapport à un Islam, pour comparer donc deux performances, enfin surtout deux combattants un peu orientés plus sol, même si maintenant les deux sont très complets, qui ont combattu à une semaine d'intervalle. Islam, on sent qu'il est beaucoup plus sur l'opportunisme des soumissions. Là où Arman, je trouve, ressemble un petit peu plus dans le style, une fois au sol, à Khabib, c'est-à-dire beaucoup de contrôle et des frappes. Voilà, très bon contrôle des poignets, très 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 grand and pound très violent, hein. Clairement, utilise très bien que ce soit les poings, les coudes. On a vu Dan Hooker, il a fait à peine 2 rounds, il est ressorti, il avait le visage, il était défiguré, des bosses partout. Non, vraiment magnifique, magnifique grand and pound de Darman, et peut-être aujourd'hui un des meilleurs ground and pound à l'UFC, en tout cas dans la division, j'en suis à peu près sûr. Pour ce qui est du reste, voilà, des très bonnes transitions entre la lutte, le sol. On sent qu'en termes de capacité physique, voilà, même s'il est petit pour la division, mais ça lui permet vraiment d'avoir une grosse puissance physique, grosse explosivité, dans vraiment une performance magistrale. Assez peu de points négatifs à noter, pour être honnête. J'ai trouvé quand même Hooker assez décevant, quand même. Je trouve que debout, il a pris quand même beaucoup de coups. Il a été assez peu entreprenant, mais je pense qu'en fait très vite il a été noyé par le rythme de Tsarukyan, qui est une de ses forces aussi, hein. Au-delà de ses capacités techniques, c'est le rythme qu'il impose, que ce soit en lutte, debout. C'est un combattant qui est assez actif et qui a les capacités physiques pour. Donc voilà, assez déçu par Hooker. Autant par son striking que par ses capacités de défense au sol, puisqu'on voit que la soumission a été... je vais pas dire qu'il a placé facilement Arman, hein, n'allons pas jusque-là, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de noms, surtout dans le top, hein, parce qu'il appartenait au top, maintenant il va redescendre un peu, qui auraient pu défendre ça
plus facilement que ne l'a fait Hooker. Donc pour la suite, puisque c'est en partie ce qui nous intéressait dans ce combat, on va pas se mentir, hein, je pense que la plupart d'entre nous voyaient Arman s'imposer, alors peut-être pas avec une telle facilité, mais quand même, on le voyait gagner. Donc c'était surtout la suite qui nous intéressait dans ce combat. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui, Arman doit affronter Ilia pour la ceinture. Il y avait trois noms qui sortaient du lot, on va dire, chez les 70. Je ne compte plus Islam parce que selon moi, Islam ne redescendra pas en 70. Je pense qu'il a compris qu'il était bien mieux en welter. D'autant plus que il a pris la ceinture et qu'il a beaucoup de choses à faire dans la division. Donc je pense qu'on peut le rayer de la liste des contenders à la ceinture d'Ilia. Donc il y avait trois noms, Paddy, Geiji et évidemment Arman. Donc Arman étant le contender légitime sportivement parlant, et Geiji et surtout Paddy plutôt des contenders sur le plan, on va dire, de la notoriété, un peu marketing. Voilà, c'était les combats les plus vendeurs, surtout Paddy sur le plan du storytelling. Mais là, je pense vraiment que Arman, qui était déjà donc légitime numéro 1, là encore davantage prouvé, c'est le combat qu'on veut voir. Je vais être honnête, j'ai vu des codes sortir disant que, donc évidemment, que Topuria serait favori, mais léger, on va dire favori modéré. Malgré la très belle performance de Tsarukyan, je pense que Ilia réussirait à s'imposer, notamment par KO. Je pense qu'il aurait clairement le niveau Ilia pour défendre, pas forcément directement, systématiquement, toutes les amener au sol de Tsarukyan, qui me semble être vraiment un excellent lutteur, mais plutôt au sol pour ne pas se faire soumettre ou alors résister au ground and pound. Il a montré de très belles choses face à Oliveira dans les rares séquences qu'on a vues au sol Topuria, et je pense que son niveau est vraiment bien plus impressionnant que ce que l'on pense, puisqu'il le montre très rarement ces derniers temps. Donc je pense que Ilia arrivera à s'imposer, mais d'un point de vue voilà, sportif, c'est clairement le combat qui donne le plus envie aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que l'UFC va se diriger dans cette direction-là. Et pour ce qui est de Dan Hooker, plusieurs options possibles, vu son statut. Ça a parlé de Moïcano, les deux, on va dire, se sont un peu chauffés en ligne. Mais moi, le combat qui m'intéresserait le plus aujourd'hui, vous le voyez venir, je pense, ça serait notre BSD national. Non seulement c'est un combat qui serait vendeur parce que c'est deux combattants qui sont connus pour leur style agressif et leur capacité à aller à la guerre, mais en plus de ça, au-delà du potentiel, de la potentielle name value que représente Dan Hooker pour la suite de carrière de BSD et prendre encore en hype, je pense que c'est un combat qui est prenable, même plus que prenable quand on voit la performance qu'a réalisé Arman. Alors attention, je ne suis pas en train de comparer le niveau, notamment en lutte, de BSD à Arman, mais je pense que si BSD peut être moins bon techniquement, il a un style qui est encore plus suffocant qu'Arman, et c'est quelque chose qui pourrait fonctionner face à Hooker, qui m'a pas paru avoir le meilleur cardio du monde, en tout cas dans ce combat-là. Donc je pense que BSD pourrait, surtout sur 5 rounds, réussir à briser Hooker en quelque sorte et obtenir soit la soumission, soit le TKO, mais je le vois bien réussir à soumettre avec un étranglement arrière, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un combat qui m'intéresserait beaucoup. Mais là, vraiment, on va être clair, ce qui nous intéressait, c'était surtout de voir si Arman pourrait davantage s'inscrire comme le prétendant numéro 1. Et je pense qu'il l'a fait avec cette victoire. Donc j'espère vraiment qu'on aura ce combat-là pour la suite et que ça ne sera pas donné à Paddy ou Geji. Moi, ce que je ferais, clairement, là, si j'étais l'UFC, c'est de mettre Ilia face à Arman et de mettre Paddy contre Geji, et le gagnant prendra le gagnant d'Ilia Arman, la solution qui me semble la plus logique. On passe donc au co-main event, et qui lui aussi était décisif pour sa catégorie respective, celle des 77 kg. Yann Gary qui s'impose à la décision unanime face à Belal Mohamed, 30-27 pour deux des juges et 29-28 pour le dernier. J'ai été plus sur le 30-27, moi, pour être honnête. Je pense qu'il a pris les 3 rounds. Très belle perf de Yann Gary, qui a fait du Yann Gary, je trouve, mais encore meilleur que d'habitude. Hein. Vraiment, il montre des progrès, je trouve assez impressionnants, Yann Gary, de sortie en sortie. Le striking, on le sait, c'est sa grande force, et il a été vraiment excellent. Très précis en anglaise, très rapide surtout. C'est vraiment, je pense, en striking, un des combattants les plus rapides de la division, que ce soit par son anglaise, par ses kicks, notamment en ligne basse, les oblique kicks, donc les kicks au-dessus du genou. Il les envoyait à une vitesse et à une puissance impressionnante, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé vraiment particulièrement
redoutable avec cette arme-là. Je pense que c'est un travail de Sab qui a beaucoup joué sur la capacité de Belal à frapper fort, à se déplacer sur la fin des 3 rounds. Toujours des bons déplacements. Il a quand même toujours cette tendance, je trouve, à... Alors, il a un très bon coup d'œil, donc, entre guillemets, il peut se le permettre, mais c'est toujours pareil, ça, on peut se le permettre jusqu'au jour où bah, ça va lui retomber dessus. Mais je trouve qu'il baisse beaucoup les mains quand il fait des retraits de buste sur ses esquives. Après, il a aussi le gabarit pour pouvoir le faire, puisque, bon, ben, comme il est très grand, il peut faire des retraits de buste assez efficaces. Mais voilà, il a quand même les mains basses, donc attention à ce qu'un jour, il tombe pas sur quelqu'un qui puisse prolonger l'enchaînement et finir par le cueillir sur un retrait. Mais au global, voilà, excellent coup d'œil. Très bon déplacement, même si parfois j'ai trouvé qu'il était resté un peu dos à la cage par moment, mais quand même au global, voilà, excellent ses déplacements, très bonne responsabilité défensive. Je pense que c'est une de ses grandes forces, Yann Gary. Et puis voilà, une excellente défense de lutte. C'est peut-être la chose, moi, que j'ai retenu le plus de ce combat, c'est sa capacité à défendre la lutte de Belal. On le sait, Belal est un excellent lutteur, même s'il boxe un peu plus sur ses derniers combats. Là, ça a été le cas aussi. C'est quand même un excellent, excellent lutteur. Le seul truc qui m'a un peu déçu, peut-être, c'est qu'il n'a pas forcément cherché à chaîner sa lutte, donc à passer d'une tentative de takedown à une autre. Généralement, il y a eu un premier niveau de défense de Yengari et ça a suffi, entre guillemets, ça a stoppé Belal. Donc, malgré ça, quand même, je mettrais vraiment du respect sur Yann Gary pour ça. Et c'est d'autant plus quelque chose qui me plaît dans l'éventualité d'un combat face à Islam Makhachev. On va évidemment en parler. Pour ce qui est de Belal, je pense qu'il faut quand même en parler. Je trouve déjà que avant de parler de toute considération technique ou stratégique, qu'il faut quand même mettre un peu du respect sur Belal. C'est quelqu'un, alors ça a été un champion, bon déjà assez court, il n'a pas réussi à défendre son titre, mais c'est quelqu'un qui n'était pas trop apprécié des fans, et je trouve qu'il faut un peu se sortir de cette image de Belal, le combattant ennuyeux ou quoi. Là, ça fait 2 combats. Alors, malheureusement pour lui, face à JDM, c'était plutôt une erreur stratégique de combattre de la manière dont il l'a fait, mais ça n'empêche que le combat était divertissant. Et là, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était un combat très divertissant. Mais même ça peut même s'appliquer à Yann Gary, hein, qui est qualifié souvent de combattant un petit peu ennuyeux. Et là, j'ai trouvé vraiment que les deux se sont livrés un beau combat. Alors, ça reste un combat stratégique, évidemment. C'est pas une guerre à la Rebeki ou à des noms comme ça, mais quand même, c'est quand même à souligner. Pour un combat stratégique, j'ai trouvé ça assez divertissant. Donc, ceci étant dit, voilà, mettre juste le respect que Belal mérite, parce que je trouve qu'il est un petit peu. Ça fait partie de ces combattants qui ont une haine un peu injustifiée envers eux. Donc, je voulais juste le mentionner. Pour parler donc plutôt de l'aspect technique maintenant, je trouve que Belal progresse vraiment en anglaise. Alors, peut-être au détriment de sa lutte. Donc, est-ce que c'est le choix, est-ce que c'est la direction de carrière, on va dire, technique la plus pertinente? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, factuellement, je trouve qu'il progresse. Il y a quand même quelques fois où il a réussi à toucher Yann Gary, malgré sa très bonne responsabilité défensive. Et surtout, j'ai beaucoup aimé, alors ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup, mais sa pression, sa capacité à avancer sur Yann Gary, à le cadrer, à limiter ses déplacements. Je trouve qu'il a été très bon là-dedans. Et donc voilà, belle performance de Belal, entre guillemets, malgré la défaite. Je trouve que on n'est pas du tout sur un Leon Edwards, par exemple, qui a perdu sa ceinture et qui derrière s'est fait rouler dessus par Brady. Non, là, vraiment, je trouve qu'il a quand même montré qu'il était encore là, malgré les 2 défaites d'affilée. Et j'espère que l'UFC ne lui donnera pas, ne lui donneront pas un combat trop loin derrière. Et donc, parlons-en de la suite. Pour Yann Gary, écoutez, moi je pense que Islam Makhachev est l'option à envisager le plus. Alors, les welter aujourd'hui, c'est une division qui est assez complexe, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de prétendants, entre guillemets, légitimes. On a, bon, les 2 principaux étant, on va pas se mentir, quand même, Michael Morales et Yann Gary. Michael Morales pour évidemment son énorme KO sur Brady, même si, je le répète, selon moi, c'était quand même un Brady diminué, voilà, qui n'a, selon moi, pas été en mesure de lutter pour des raisons aussi physiques, au-delà de l'aspect stratégique, on va dire. Et Yann Gary avec cette victoire-là. Personnellement, si je devais choisir, je mettrais plutôt Yann Gary face à Islam, puisque c'est un combat qui m'intrigue davantage. Je pense que Morales peut faire la différence par son aspect physique, la différence de gabarit et sa puissance de frappe face à Islam, mais que stratégiquement et techniquement parlant, c'est quand même un combattant qui aujourd'hui est un petit peu limité.
Pour un islam, hein, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il est limité au global, mais pour affronter quelqu'un du niveau technique d'islam, j'ai peur en fait que ça tourne un peu à ce qu'on a vu face à JDM, une domination pure et simple d'islam par sa lutte, son sol. Je pense que vu son gabarit, Morales pourrait réussir à défendre la lutte d'islam, mais une fois au sol, j'ai quand même du mal à imaginer Morales faire quoi que ce soit face à Islam, et je pense même qu'Islam pourrait réussir à le soumettre. Alors que Yann Gary, ça m'intrigue déjà plus, pour être honnête. Je pense que la défense de lutte, il se fera amener au sol, à mon avis, Yann Gary, mais je pense que c'est le genre de combattant qui peut être en capacité de se relever et surtout de se faire amener moins, peut-être moins souvent que ne se ferait amener Morales. Et debout, ça serait tout aussi intéressant. Yann Gary tape sans doute moins fort que Morales, mais par contre, bien meilleur striker, bien plus précis, bien plus technique. Euh, et je pense que c'est quelque chose, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait poser des soucis à Islam. Aujourd'hui, alors Brady malheureusement ne fait plus partie de l'équation vu la défaite qu'il a pris, mais je pense que Brady était peut-être en tête de liste des gens capables de poser des soucis à l'Islam pour une question purement de style. On a Shafkat aussi dans l'équation, sa capacité à mettre la pression, à toujours avancer, ça a historiquement été quelque chose qui a quand même dérangé Islam. On l'a vu dans des combats contre Volkanovski, pour railler les gens qui lui avancent dessus en général, il a du mal avec ça, Islam, enfin du mal. Attention, hein, du mal, c'est vite dit, mais il est moins à l'aise, on va dire, dans ce style de combat-là. Et Gary, donc Yann Gary, pour l'aspect plutôt stratégique. Donc, vous l'aurez compris, personnellement, je partirai plus sur Yann Gary contre Islam. Et pour ce qui est de Belal, maintenant, ben, j'aimerais bien une revanche face à Brady, tout simplement. Belal s'était imposé par TKO. Oui, assez fou, il avait réussi à mettre TKO quelqu'un, Belal. Non, plus sérieusement, voilà, c'est une revanche qui me plairait beaucoup. C'est deux combattants qui restent sur donc une défaite pour Brady, deux défaites pour Belal. Et je pense que voilà, c'est deux noms qui méritent de s'affronter de nouveau. Et, euh, et je serais vraiment curieux, pour le coup, de voir qui ressortirait vainqueur, parce qu'autant Belal s'est amélioré en anglaise, et c'est ce qui a fait son succès dans le combat face à Brady, mais je trouve Brady encore meilleur, hein. Moi, je reste vraiment pas sur l'impression du dernier combat. Je pense que c'était... Je me trompe peut-être, hein, mais je pense que c'était plutôt une mauvaise performance, une contre-performance de Brady plutôt qu'autre chose. Donc j'aimerais bien voir cette revanche, tout simplement. On continue avec alors, des combats, deux combats sur lesquels je vais revenir un petit peu plus rapidement parce qu'il y a un peu moins de choses à dire. Volkan Ozdemir, notre voisin suisse, qui s'impose par KO dans le premier round face à Alonso Menifield. Très belle performance, tout simplement. Voilà, une domination totale pour le peu que ça a duré de Volkan. Très, très, très belle séquence de finish. Un enchaînement vraiment impressionnant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Alors, au début, il y a quelques belles esquives de Minifield, j'ai bien aimé. Mais très vite, il se fait déborder et on a ce finish assez impressionnant avec l'arbitre qui arrête. Arrêt évidemment justifié. Bon, de toute façon, j'ai vu personne le contester, mais je le dis quand même. Euh, voilà, c'est ce que j'avais pronostiqué personnellement, un KO de Volkan au premier round. Je suis assez peu surpris. On va directement parler de la suite, puisqu'en soi, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le combat en lui-même. Volkan contre Jan Blachowicz, si ce dernier s'impose face à Gouskov, Bogdan Gouskov, je crois que c'est en BO323, il me semble, qui s'affrontent. J'aimerais beaucoup voir ce combat, voire même une revanche face à Gouskov, hein, si c'est Gouskov qui s'impose, puisque en battant Yann, je pense que Gouskov arriverait sans doute au même niveau que Volkan, si ce n'est peut-être même un peu plus haut. Volkan l'avait déjà battu à l'UFC Paris 2, si je dis pas de bêtises, ou UFC Paris 3, UFC Paris 2, je dirais, mais je me trompe peut-être. Mais voilà, c'est un combat que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir, parce que je pense que que ça soit Yann ou Gouskov, il y aurait des choses à faire pour Volkan, et ça lui permettrait de continuer à monter, donc j'aimerais bien voir ce combat. Et pour ce qui est de Menifield, je vous réserve la surprise de qui je lui propose. Vous avez peut-être compris de qui je parlais, puisqu'on va en parler plus tard dans la carte. On enchaîne avec Waldo Cortés Acosta, qui score un KO premier round face à Shamil Gaziev. Magnifique victoire, tout simplement. Là aussi, un combat sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. On sait que il s'illustre surtout par sa boxe, Waldo Cortés Acosta, et ça a une fois de plus payé. Il a pris le risque de venir en short notice, je crois, de 48 heures. Il a pris l'avion, il a fait quasiment 24 heures d'avion. Je crois qu'il est arrivé le matin de la pesée, quelques heures avant la pesée. Donc vraiment, énorme, énorme respect pour la prise de risque à Waldo, puisque voilà, en plus c'était quelqu'un de moins bien classé que lui. Je crois qu'il était classé 6e et Shamil Gaziev était 11e, si je dis pas de bêtises. Donc en soi, il avait pas grand chose à gagner, on va dire, à prendre ce combat-là. Et pourtant, voilà, il vient prendre ce combat en short notice et il s'impose d'une très belle manière. Deuxième victoire en 20 jours, hein, quand même.
5e combat cette année, 4e victoire. Sa seule défaite étant face à Pavlovich à la décision, donc pas honteux, loin de là. Pour la suite, on va en parler directement parce que c'est ce qui nous intéresse. Si on parle d'un point de vue purement sportif, j'aimerais beaucoup voir Waldo Cortés Acosta contre Curtis Blade. Je pense que c'est le nom le plus logique à prendre pour la suite pour lui et le nom qu'il peut prendre parce que je pense qu'un petit peu plus haut ça peut être compliqué. Pavlovich, on a vu, il a perdu. Volkov, à mon avis, ça va être compliqué aussi. Et bon, ben, Gane et Aspinall, n'en parlons pas. Même un Gelton Almeida, je serais pas rassuré. Enfin, rassuré. Je ne serais pas confiant pour Waldo Cortés Acosta. Donc je pense que Curtis Blade, c'est la bonne solution si on veut continuer à le faire monter. Et je pense que l'UFC va vouloir le pousser vu son rythme, vu son activité, vu le personnage un petit peu qu'il est en train de se créer. Il a fait parler de lui là avec ce chaos, évidemment, avec ce qui s'est passé il y a 2-3 semaines face à Ante Delija. Donc je pense que l'UFC va vouloir le pousser. La question maintenant, pourquoi je disais le choix sportif et peut-être pas le choix réaliste, c'est qu'il a mentionné vouloir recombattre sur la dernière carte de l'année, la carte du 13 décembre. Et j'imagine assez mal quand même Curtis Blade de prendre le short notice à ce point. Donc je pense plutôt qu'on va se diriger vers un Waldo Cortés Acosta contre quelqu'un d'un peu derrière lui, que ce soit peut-être le combat face à Spivak, selon je ne sais, je me souviens plus de quelle est la raison du pull-out de Spivak, si c'est une grosse blessure ou si c'est autre chose. Donc voilà, je pense qu'il aura quelqu'un, à mon avis. Je pense que l'UFC va accepter de lui donner ce combat le 13 décembre, vu le risque qu'il a pris là. Et puis on sait que l'UFC aime bien toujours les combattants actifs. Donc à voir qui l'affrontera. Je pense qu'il affrontera peut-être quelqu'un de classé derrière lui parce que franchement, je vois assez mal quelqu'un de classé devant lui accepter le risque comme ça en short notice d'à peine, ouais, c'est à peine 3 semaines quoi. Donc voilà. Et pour ce qui est de Shamil Gaziev, soit Spivak peut-être reconduire le combat. Oui, je disais Spivak, Waldo Cortés Acosta, mais non, évidemment c'était Gaziev contre Spivak le combat de base. Soit Spivak, mais alors peut-être avec cette défaite-là, le combat est un peu moins envisageable pour l'UFC, ou sinon un nom qui monte, comme un Vitor Petrino par exemple, qui est assez convaincant depuis qu'il est arrivé chez les lourds, depuis sa montée alors qu'il était en 93 avant. J'aimerais bien voir ce combat, je pense que c'est un combat prenable pour l'un comme pour l'autre. Donc à voir, mais de toute façon, là, vu le chaos, à mon avis, il a quelques temps de repos avant de revenir dans la cage, Shamil Gaziev. C'est pas pour autant que je vais le rayer entre guillemets de ma liste des prospects. Alors, prospect, le terme est un peu fort, mais bon, on est chez les lourds, hein, donc c'est pas les prospects qui se battent entre eux non plus. Mais voilà, je pense que quand même Shamil Gaziev peut être quelqu'un qui peut s'installer dans le top 10 et donc à suivre quand même sur ses prochains combats. Ceci étant dit, on arrive donc à peut-être le combat que j'ai préféré, enfin la performance, on va dire que j'ai préféré cette soirée, le retour de Kyoji Horiguchi, la légende du MMA japonais, qui soumet dans le 3e round Tagir Ulanbekov après un combat à sens unique, tout simplement, un combat à sens unique, une domination de bout en bout de Kyoji Horiguchi, meilleur dans tous les compartiments, meilleur debout, meilleur en lutte, meilleur au sol. Il a tout simplement dominé, on a senti la différence d'expérience entre les deux combattants. Pourtant, ils ont sensiblement le même âge, mais Kyoji Horiguchi a énormément de combats. Pour rappel, Kyoji Horiguchi, seule défaite en flyweight de toute sa carrière, Demetrius Johnson. Voilà, il y a pire. Alors qu'il avait que 25 ans, je crois, en plus à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment loin d'être honteux. Depuis, donc il a quitté l'UFC, il était en 7-1, je crois, ou 8-1, parce que il était donc invaincu à l'UFC. Demetrius Johnson, il refait 3 victoires, il est release de l'UFC. Alors je sais pas s'il est release ou si voilà, il a préféré partir ailleurs pour un meilleur contrat, mais après voilà, il est passé dans des organisations comme le Rising où il a été champion, le Rising, pardon, pas Rising. Il a affronté de très très gros noms des catégories 57-61. Il est là que 3 défaites en dehors de. Enfin, 3 défaites pardon, récentes, on va dire, depuis son run UFC. Pachimix, Sergio Pettis, Kaya Sakura. Les 3 en 61 kilos, sachant que Kaya Sakura, il a vengé cette défaite juste après en gagnant lui aussi par KO au premier round, il me semble. Donc voilà, clairement une légende et un vétéran qui mérite d'être de retour à l'UFC, hein, c'est clairement sa place. J'ai vraiment été très impressionné par cette performance-là.
Très bon travail de sap avec les low kicks. Il fait des très belles entrées en striking, très explosif. Il est surprenant. Pareil, ces espèces de mi-high kick, mi-middle, bon timing dès que Taguir se baissait avec les fans de lutte, tout ça. Enfin, non, vraiment magnifique. Au sol, parfaitement les bons réflexes. Un coup d'avance partout. Tout simplement magnifique, quoi. Magnifique du contrôle, euh, enfin, une performance tout simplement parfaite, quoi. Pareil, des bons mouvements debout. Le finish, il est magnifique. Ouais, une performance sublime. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Un nom vraiment à garder à l'œil pour ceux qui ne l'avaient pas sur leur radar. Je pense qu'il va toquer très rapidement au niveau de top 5. Et en parlant de ça, eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, j'ai envie de le mettre directement face à Pantoja. Enfin, du moins, face à Pantoja, s'il s'impose face à Joshua Van. Il y a évidemment l'opportunité, enfin, l'éventualité de Manel Cap qui bat, pardon, qui bat Royval sur la dernière carte, là, en main event de celle du 13 décembre à l'Apex. Mais même là, de ce qu'on a vu, on sait que les deux s'entraînent ensemble en plus, donc je pense que Kyoji a des choses à tirer. Bon, alors ça marche dans l'autre sens aussi, mais c'est Pantoja le champion, donc entre guillemets, c'est lui qui a le plus à perdre. Kyoji Horiguchi a des choses à tirer de leur entraînement ensemble. En termes de niveau, voilà, c'est deux vétérans, deux combattants avec beaucoup d'expérience, et je me demande si aujourd'hui, c'est pas simplement le genre de profil qui pourrait s'imposer face à Pantoja parce que c'est un profil avec de l'expérience comme Pantoja. Pantoja a énormément d'expérience dans la catégorie et je pense qu'un profil comme Kyoji, alors je ne le mettrai pas favori dans l'éventualité d'un combat face à Pantoja parce qu'il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Pantoja est pour moi sans aucun doute le numéro 2 de l'histoire chez les 57 et pourrait peut-être même un jour devenir le numéro 1 s'il continue à enchaîner les défenses comme il le fait parce qu'il le fait face à une opposition supérieure à celle qu'a rencontré Demetrius Johnson, même s'il n'a pas la longévité au sommet qu'avait DJ. Mais je pense que Pantoja serait favori et qu'il s'imposerait dans l'éventualité de ce combat. Mais aujourd'hui, pour être très honnête, si on met de côté un Mohamed Mokaev, et encore, je pense que Mokaev manque justement encore un peu de cette expérience-là, je me demande si Kyoji Horiguchi est peut-être pas le combattant qui est aujourd'hui le plus à même de détrôner Pantoja. Voilà, en tout cas, ça serait un combat magnifique entre deux vétérans, deux combattants très expérimentés, deux combattants très complets. Bon, dans tous les domaines, on a vu, c'est quelque chose qui est important face à Pantoja, puisqu'il est très complet lui-même, d'être soi-même complet pour ne pas se faire déborder. Et Kyoji Horiguchi l'a montré, il a montré de très belles choses sur le plan offensif et défensif. Donc je pense que c'est un combat qui pourrait être intéressant. Si on est honnête d'un point de vue purement sportif, la légitimité, je suis pas sûr que Kyoji le mérite, entre guillemets, en battant Taguir, même si Taguir, et ça, je pense que c'est aussi un point qui est important à noter, c'est que Taguir est un excellent combattant. C'est ça, c'est que c'est pas un retour face à un mec hors top 15 et il fait une performance monstrueuse. Non, non, il fait ça face à quelqu'un qui a le niveau top 10, si ce n'est un peu plus haut même. Je pense qu'en termes de compétences pures, Taguir est vraiment monstrueux. Donc, ouais, c'est juste une victoire magnifique. Après, effectivement, si on s'en tient au, au plan sportif, il mériterait, enfin, il devrait normalement pour mériter une chance au titre, avoir une victoire de plus dans le top 5 par exemple. Mais là, je trouve que les deux sont entre guillemets à leur prime ou légèrement après leur prime. Je parle de Pantoja et d'Origuchi. Et il ne faudrait pas que le combat arrive trop tard. Donc j'aimerais beaucoup, moi personnellement, voir ce combat-là dès maintenant. Si Pantoja, évidemment, hein, s'impose face à Van, je le redis, parce que pour moi, même s'il n'est pas favori, on en parlera dans la partie récap, enfin, du coup dans l'épisode de récap, c'est pas dit du tout qu'il s'impose à tous les coups. Je pense que Van pardon, a clairement sa carte à jouer. Mais voilà, j'aimerais beaucoup, vous l'aurez compris, voir ce combat parce que je pense qu'en termes de MMA, de niveau de MMA dans une cage, chez les 57, on aura rarement vu aussi haut, hein. Voilà, je vais être honnête. Il y a évidemment des Henry Cerudo, des Demetrius Johnson qui me viennent en tête, des choses comme ça, mais ouais, là je pense que ça serait vraiment un combat d'un très 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 haut niveau sur le plan technique, stratégique, même physique, hein. On est quand même sur de monstres physiques. Faire ça, ce qui fait d'être aussi explosif à son âge, encore c'est impressionnant. Donc voilà, j'aimerais beaucoup voir ce combat, vous l'aurez compris. Et pour Taguir, je pense à
pour regarder un petit peu plus bas. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi il monterait peut-être en 61 kilos. Je crois qu'Islam en a parlé. Apparemment que le cut serait très, 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 très difficile pour Tagir dans la catégorie désormais, puisque lui-même n'est plus tout jeune. Donc, à voir s'il reste en 57. Je vais partir du principe qu'il reste en 57 parce que c'est, on va dire, c'est la catégorie actuelle dans laquelle il est. Donc, c'est peut-être le plus logique. Mais j'ai deux noms. Raphaël Estevam, 14-0, qui vient tout juste de quitter le ranking. Ou alors Loner Cavana, qui vient lui de rentrer dans le ranking. Alors ça, je trouve ça un peu bizarre pour le coup, pour faire une petite aparté, parce que Loner Cavana sort d'une défaite face à Charles Johnson, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Je crois que c'est ça. Est-ce que ma mémoire me fait défaut? Non, c'est bien ça. KO face à Charles Johnson. Ah oui, un combat magnifique alors qu'il était en train de dominer et il ramène pas les mains sur un retrait, il prend un crochet. C'est ça. Donc, ouais, curieux qu'il soit rentré dans le top 15 alors qu'il est sur une défaite, mais écoutez, bon, c'est comme ça. J'aimerais bien voir ce combat-là. Je suis pas sûr que l'honneur Cavana passe. Ça dépendra à quel point il revient sur de bien ou pas de sa défaite. Mais voilà, un combat que j'aimerais bien voir, ça, ou donc, comme je l'ai dit, Raphaël Estevam qui est invaincu pour le moment. On enchaîne, donc on reste chez les Fly avec Assou Almabayev qui soumet dans le troisième round Alex Perez. Joli combat. Un petit peu déçu d'Almabayev, hein, pour être honnête. Je m'attendais à une domination, j'allais dire plus claire, mais en fait pour moi il n'a pas dominé, hein. Il s'impose par soumission alors qu'il était au mieux à un round partout, si ce n'est 2 rounds à 0 pour Alex Perez. En fait, j'ai trouvé Alex Perez très impressionnant et très très bon dans sa stratégie. Grosse pression debout, donc pour limiter la lutte d'Almabayev. Lui-même, très bonne lutte, je l'avais dit, un lutteur universitaire, mais voilà, très bonne lutte dans le deuxième round. Alors, il y a la question de la lutte, et il y a la question aussi de la défense de lutte d'Almabayev, qui peut-être ne met pas assez d'efforts pour défendre la lutte. Saison 2, mais on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Il y a toujours les bâillements pendant le podcast, pour une raison que je n'explique toujours pas, hein, puisque pas fatigué avant le podcast, pas fatigué après, mais par contre pendant le podcast, je baille. Je pense que c'est le fait d'être constamment en train de parler. Bref, parenthèse refermée. Donc ouais, un peu déçu d'Almabayev. Je trouve que debout, il encaisse assez mal la pression, il recule beaucoup, il prend quand même pas mal de coups. Alors par contre, il a un bon timing, il m'a surpris sur ça, sur ses uppercuts, sur les entrées en lutte de Perez, il a touché à plusieurs reprises. Donc quand même pas mal sur ça. Et évidemment, bon, il faut en parler, hein, la soumission alors, magnifique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas magnifique par son opportunisme. Donc j'ai quand même bien aimé la soumission, mais j'avoue que un petit peu déçu peut-être d'Almabayev sur cette performance-là. Après, il faut dire quand même qu'Alex Perez, je l'avais dit, hein, en lutte, il a quand même un bon niveau, donc ça peut sur le papier effectivement être le genre de profil qui peut poser problème à des lutteurs comme Almabayev. Mais pour autant, je l'attendais quand même un petit peu plus dominant sur ce combat-là. Donc à voir par la suite. Après une mauvaise performance, entre guillemets, ça peut arriver. Mais voilà, je suis curieux de voir la suite. Et du coup, la suite, parlons-en. Almabayev contre Amir Albazi. Je pense que c'est aujourd'hui un combat qui a du sens. Albazi est toujours top 4, ce qui n'a aucun sens. Alors peut-être qu'il a descendu un peu là avec les quelques combats qu'il y a eu dans la KT, dans le nouveau ranking. Mais pour moi, ça n'a pas de sens que ce combattant soit toujours top 4, alors qu'il reste sur une, voire deux défaites, je crois. Il a perdu contre Moreno, c'est sûr, il s'est fait rouler dessus. Et avant ça, écoutez, je vais vous le prendre aussi. Amir Albazi, je crois qu'avant ça, pareil, il était sur une défaite aussi, hein. Non, il était sur une victoire Ah oui, une victoire face à Kai Kara France, mais qui est un vol. Donc bon, en soi, ouais, on peut dire de défaite. Donc voilà, je sais pas ce que Amir Albazi fait encore dans le top 5. Pour moi, il mérite d'en sortir. Et je pense qu'Almabayev a les armes pour l'en faire sortir, même si ça sera pas un combat facile, attention, parce qu'Amir Albazi, même si pour moi, il n'a pas le niveau élite top 5, je pense quand même que c'est un très bon combattant. Donc à voir. Et pour ce qui est d'Alex Perez, même s'il perd et qu'il est plutôt jeune et que je crois qu'il reste sur un run assez difficile récemment, je lui donnerais quand même Steve Erceg, voilà, qui est entre guillemets un nom dans la catégorie, qui a fait le titre il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il a, selon moi, montré quand même de belles choses dans ce combat, et au contraire, Steve Erceg récemment est un petit peu plus décevant. Donc voilà, je pense que c'est un combat qui a du sens et dans lequel le perdant pourrait quitter le top 15. Voici pour cette partie récap des principaux combats et on passe donc à la partie numéro 3, le radar à prospect. On commence donc pareil, on remonte du haut de la carte vers le bas, mais cette fois avec les combats qui impliquaient des prospects.
Le premier, c'est celui de notre ami la tête à chapeau, Mick Tibek au roll-by, qui s'impose par KO dans le premier round face à Jack Hermanson. Une victoire tout simplement magnifique. Alors, pas non plus sans difficulté, puisqu'il s'est quand même fait toucher pas mal sur les entrées, mais en même temps, vu la différence de gabarit, difficile de faire autrement. Mais par contre, le finish en lui-même, très impressionnant. Il n'a même pas eu à lutter. Et c'est peut-être ma déception du combat, hein, pour être honnête, parce qu'en fait, Jack Hermanson, je l'avais dit, a fait un combat de lutte en Suède face à Ramzat il y a quelques années. Il avait été tout sauf ridicule, donc j'aurais bien aimé voir ce que la lutte de roll-by aurait pu donner. Il a bien utilisé les fans de lutte par contre pour amener son striking roll-by, et ça a payé évidemment avec ce KO tout simplement effrayant. Alors, on va être clair, il y a la puissance de frappe de roll-by qui joue, mais je pense aussi que le menton de Jack Hermanson n'est plus ce qu'il était. Il a pris un KO assez terrible récemment. Il descend de catégorie, un move qui n'a pas beaucoup de sens, je trouve, à son âge. J'ai pas trop compris la logique de faire ça. Je pense que ce cut un peu plus difficile a dû en plus impacter sa capacité à encaisser. Donc voilà, il y a quand même un contexte, selon moi, qui pourrait expliquer ce KO, mais ça reste une performance impressionnante de battre de la sorte quelqu'un qui vient en théorie de 2 catégories supérieures, parce que certes, au roll-by, il a quand même combattu davantage en welter dans sa carrière, mais à l'UFC, il a quand même fait des combats en 70. Hermanson, lui, a fait 84 la majorité de sa carrière. Donc voilà, c'est quand même assez impressionnant de se dire un 70 qui met KO de la sorte en 84, malgré, comme je l'ai dit, le contexte. Pardon. Donc voilà, très 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 belle performance de roll-by qui confirme que les doutes qu'on pouvait avoir, et notamment moi le premier, sur sa capacité à gérer des gabarits plus lourds en 77, voilà, il confirme que ce n'est pas un problème pour lui, même si encore une fois j'aurais bien aimé voir de la lutte pour voir ce que ça aurait pu donner. Donc en tout cas, très 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 hypé par la suite pour Rollby, qui selon moi valide son statut de prospect. Donc s'il ne l'avait pas déjà validé, hein, pour moi il avait déjà validé avec sa victoire précédente face à Tofik Moussaïev, où il avait vraiment il avait appliqué le Father's Plan, hein, presque. Lutte, amenée au sol, soumission, face à un striker. Mais, enfin, un profil davantage striker, on va dire. Donc, voilà, pour moi, c'était un prospect qui avait déjà validé, mais qui revalide une fois de plus dans cette nouvelle catégorie. Et pour la suite, j'aimerais beaucoup, beaucoup le voir face à un autre prospect, un autre nom qui a fait la montée de 70-77, Monsieur Joël Alvarez. Voilà, deux prospects, deux jeunes, deux finisseurs aussi qui s'affrontent. J'aimerais beaucoup voir ça et je pense que ça pourrait être un très beau combat. Et en plus, ces deux noms, je pense, qui auraient la capacité de s'annuler mutuellement avec leur force. Au roll-by, meilleure lutte que Joël Alvarez, et Joël Alvarez sans doute meilleur sol et meilleur striking qu'au roll-by. Donc ça pourrait donner un très beau combat et j'aimerais beaucoup voir cette opposition-là. Et pour ce qui est de Jack Hermanson, compliqué à dire, après 2 défaites comme ces 2 dernières, l'âge qu'il a, le fait de descendre de KT, pour moi ça fait beaucoup de signes quand même qui vont dans le sens de ça commence à faire beaucoup la carrière et il serait peut-être temps malheureusement de prendre la retraite. On sait que c'est toujours difficile pour les combattants. À voir, mais voilà, je préfère pas trop me prononcer pour un prochain adversaire parce que selon moi, le choix de la sécurité sur le plan de la santé serait une retraite. On enchaîne avec Luke Riley, le partenaire d'entraînement de Paddy Pimblett, qui s'impose par TKO dans le deuxième round face à Bogdan Grad. Magnifique finish, très bon timing sur le crochet, vraiment. Très explosif debout, très rapide, on l'a senti dans le premier round. En revanche, je trouve sa défense de lutte pas incroyable. Même en striking, il reste beaucoup le dos à la cage, donc ça, d'un point de vue défensif, c'est pas idéal. Un peu tôt. Un peu tôt, je dirais peut-être, pour valider vraiment le statut de prospect. M'en faudra un petit peu plus. Parce que, voilà, il gagne dans le deuxième avec un très beau finish, mais dans le premier, il perd clairement. Il perd clairement le premier. Alors, Bogdan Grad, enfin, c'est pas un mauvais combattant, loin de là, mais ça appartient pas non plus à l'élite. Donc, voilà, perdre le premier round de cette manière-là, je trouve pas ça très rassurant. En tout cas, à l'instant T, il est très jeune, c'est quelqu'un qui va pouvoir progresser. Et il a l'avantage d'avoir des partenaires d'entraînement qui sont très bons au sol. Donc, du coup, il a ce qu'il faut pour travailler
à Next Generation MMA, donc l'équipe de Liverpool de Paddy. Paddy, Shamrock, dont on va reparler. Voilà, donc pour le moment, je dirais qu'il ne passe pas encore le test du prospect, qu'il doit encore confirmer, mais j'ai bon espoir sur le fait qu'il finisse par le passer dans ses prochains combats, puisque voilà, il est jeune, il a de quoi travailler. C'est bien ce genre de victoire, c'est Chris de Fightman qui dit souvent ça, et je suis assez d'accord avec lui. Euh, les victoires où, bon là c'est plus qu'une victoire, c'est un finish avec un bonus, donc c'est même si pour moi le bonus aurait dû aller à d'autres combattants, je pense que Rollby par exemple, ou un certain Yakiev, dont on va vite reparler, aurait mérité davantage le bonus vu la domination qui ont été la leur. Mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui peut progresser, et ce genre de victoire, donc avec un beau finish, mais quand même des axes d'amélioration, c'est peut-être le mieux pour un combattant à son stade de carrière. Ça lui permet tout simplement de savoir sur quoi travailler tout en restant dans le vert avec une bonne dynamique. Donc voilà, pour la suite, j'ai pas forcément de nom en tête, je pense juste qu'il faut lui mettre quelqu'un de, voilà, peut-être juste légèrement au-dessus de Bogdan Grad pour qu'il y ait une continuité dans l'ascension dans le classement, mais voilà, pas non plus un nom trop difficile à prendre pour le laisser gagner en maturité et en niveau, parce que je pense que si on le met trop vite face à quelqu'un de trop fort, il peut se brûler les ailes. Donc je serais plutôt d'avis de le faire monter doucement. On parle rapidement du prospect Saïgid Isaac Akhmaev qui a affronté Nicolas Dalby, qui s'est incliné malheureusement à la split decision. 29-28 deux fois pour Dalby, 29-28 une fois pour Saïgid. C'est pas le combat que j'ai préféré sur la carte, je vais être honnête. Alors, est-ce que c'était peut-être parce que j'avais trop d'attentes pour Saïgid qui n'a pas forcément confirmé? Je ne sais pas. Parce qu'en soi, je l'avais dit, hein, Dalby, c'est quand même un profil qui est très compliqué. C'est un vétéran qui est dur au mal, qui est relativement complet, qui est physique. Pour la catégorie, il n'est pas très grand, mais il est très large, très puissant, je pense, très grosse force physique. Voilà, j'ai trouvé, je m'attendais à un petit peu mieux en fait venant de quelqu'un avec son pédigré. Je rappelle quand même qu'il a notamment battu, alors ça remonte, c'était il y a 10 ans, mais quand même, ça montre quand même un certain niveau. Il a battu Magomed Rasoul Gazanov, pardon, l'actuel champion des 84 kg de la CA, qui est selon moi un des meilleurs 84 kg en dehors de l'UFC aujourd'hui. Donc voilà, je m'attendais peut-être à un petit peu mieux sur la lutte. Le striking, j'ai trouvé ça correct sans plus. Donc voilà, c'est peut-être une question d'attente. N'hésitez pas à me dire, vous, ceux qui n'avaient pas forcément d'attente sur ce combat-là, sur ce combattant-là plutôt, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas été plus impressionné que ça. Donc j'attends de voir. Et pour moi, il ne valide pas le statut de prospect. Pour ce qui est de la suite, Dalby, je le verrais bien contre Muslim Salikov. Voilà, il est plutôt jeune, Dalby. Salikov, c'est pareil, deux anciens, deux combattants qui ont un style plutôt spectaculaire, donc ça pourrait faire un beau combat. Et pour ce qui est de Saïgid, la même chose que Luke Riley, voilà, un combat prenable pour la suite, pour qu'il continue de progresser avant de se frotter à peut-être plus haut, d'autant plus que là, il vient de perdre. Donc je ne serai pas contre un adversaire facile, parce que, je le redis, certes, il ne m'a pas impressionné, mais par contre, prendre Nicolas Dalby pour son premier combat, c'est tout sauf un cadeau. Et on arrive peut-être au prospect qui m'a le plus intrigué, enfin le plus, c'est même pas intrigué parce que là au bout d'un moment il fait plus que confirmer, mais qui m'a le plus plu sur cette carte. On en reparlera donc à la fin de cette rubrique dans le top 3. Abdulrahman Yakiev qui soumet dans le premier round Raphaël Cerquera. Donc Abdulrahman Yakiev, l'ancien champion des 93 kg de l'ARES, qui a signé au Dynamite Contender Series et qui derrière a signé à l'UFC avec une performance magistrale au Contender Series. Je crois qu'il met un KO en 20 secondes, un truc comme ça. Enfin, c'est juste impressionnant. Et là, il nous ressort sensiblement la même performance, une performance tout simplement lunaire. Un enchaînement debout où il enchaîne c'est quoi, direct avant et kick avant, donc il touche au sol, il frappe, il remet au sol, il prend le dos, étranglement arrière sans même mettre les crochets, juste magistral comme performance. Vu le niveau de la KT, je pense qu'il peut aller très haut très vite. Alors si on peut émettre un petit défaut sur cette performance, c'est pas lié à lui, c'est son adversaire. Voilà, je rappelle que Cerquera c'était 0-3 à l'UFC. Bon, on n'est pas surpris qu'il se soit fait rouler dessus, hein. Je l'avais annoncé aussi. Alors j'avais annoncé le KO au premier round. Bon, ça a été la soumission, mais le KO était pas loin, hein. S'il avait voulu, il aurait pu mettre le KO.
Donc voilà, c'est le seul petit bémol, mais malgré ça, je pense quand même qu'il mérite aujourd'hui son statut de prospect complètement validé pour Yakev. Et je pense voilà, vraiment qu'il peut monter très très haut, surtout vu le niveau de la KT, parce qu'il est très jeune, il est explosif, il est complet, il a vraiment, et ça c'est important dans cette catégorie-là, il a un instant finisher, vraiment, il sent, dès qu'il y a l'odeur du sang, il arrive à trouver le finish. Alors attention à ça, hein, à la fois c'est une force dans une KT comme celle des 93, mais ça peut être aussi un défaut, puisque bah, il pourrait tomber un jour sur un contre, ou quelqu'un, voilà, vu les puissances de frappe dans la KT, ça peut aussi se retourner contre lui, donc avoir face à une opportunité, une opposition, pardon, plus solide. Mais en tout cas, là, vraiment, pour moi, il m'impressionne, et je pense qu'aujourd'hui, actuellement, c'est peut-être, et même sans doute, le plus gros prospect de la catégorie. Et pour la suite, donc j'y viens. Pour Cerquera, j'en parle même pas parce que 0,4 à l'UFC, il y a de fortes chances qu'il soit cut, entre guillemets, malheureusement pour lui. Même si, bon, bah, écoutez, c'est le sport hein, qui veut ça, mais c'est pas grave en soi de ne pas avoir le niveau UFC. Et en plus, je crois qu'il est assez jeune, Cerquera, donc rien ne l'empêche de faire quelques victoires en dehors et de pouvoir revenir. Mais là, ce qui nous intéresse évidemment, c'est Yakaev, et je le verrai bien contre Menifield. Donc j'en parlais plutôt, la petite surprise entre guillemets, c'est ça. Je le vois bien contre Menifield. Les deux ont combattu sur la même carte. Menifield est sur une défaite ou deux, non attendez. Non, je sais qu'il y a la victoire face à Oumar Sy. Alonso, Menifield. Hop, je regarde, je vous dis ça. Il est sur... Non, c'est ça, voilà. Victoire face à Oumar Sy et la défaite donc de ce week-end face à Volkan. Donc je le verrai bien face à Yakaev. Autant en temps normal, je ne suis pas forcément pour faire rush les prospects dans le top 15. Là, à mon avis, voilà, il va lui rouler dessus. Hein. Je pense très clairement qu'il va lui rouler dessus. Il faudra juste une fois qu'il sera dans le top 15, encore s'il passe Menifield, hein, rien n'est... Voilà, je voyais Oumar Sy rouler sur Menifield. Mais si... Oumar Sy, pour moi, est un bien meilleur combattant que Menifield. C'est plutôt une question de mauvais game plan avec lequel il est venu qui a causé cette défaite-là. Donc je pense que Yakaev va lui rouler dessus. Il faudra juste pas derrière le propulser trop vite. Faut pas lui donner Menifield et derrière un top 10. Voilà. Faut rester pour un ou deux combats dans le top 15 avant de lui donner un top 10. Mais bon, voilà, je le vois très clairement monter très très vite. Je crois qu'il a que 24 ans. Je suis pas, alors c'est peut-être un peu tôt pour se projeter, mais bon, on aime toujours un petit peu se faire les petits scénarios, et je pense que d'ici 4-5 ans, les champions, personne ne sera choqué. On enchaîne avec un autre joli prospect qui porte un joli nom de famille, Monsieur Alexandre Topuria, qui s'impose face à Begzat Almakan, 30-27 pour deux juges, 29-28 pour le dernier. Moi, je suis plus d'accord avec le 29-28. Je trouve que Begzat a fait quand même un très bon premier round. Et c'est là d'ailleurs qui nous a donné un très beau combat. Hein. Je me suis régalé devant ce combat. Debout, du très haut niveau. Au sol, pour le peu qu'on a vu, de très belles séquences. Donc vraiment un très beau combat. On va commencer, honneur au perdant, on va dire, par Begzat. J'ai trouvé donc un très bon premier round, je viens de le dire. Très explosif debout, très bonne défense de lutte. Ça m'a impressionné parce que Alexandre Topuria avait des très bons timings sur la lutte, et pourtant il a défendu quasi systématiquement, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il doit être à pas loin des 100% de réussite de défense. Donc non, vraiment impressionnant. Après, malheureusement, Topuria a pris la relève hein, sur la fin du premier et les deux derniers rounds. Je l'ai trouvé très réfléchi, très patient, parfois même peut-être un peu trop, manque un peu de volume, il faudrait trouver un juste milieu, mais voilà, on sent vraiment l'intelligence de combat. Pour rappel, il est un peu vu comme le cerveau, on va dire, du duo avec son frère. C'est lui qui lui fait pas mal les game plans, c'est lui qui le conseille en combat sur quand accélérer, quand mettre en place quelle technique, tout ça. Et là, ça se ressent, je trouve. On sent vraiment un combattant très intelligent, très responsable sur le plan défensif, très mesuré sur le plan offensif. À l'exception peut-être de quelques détails, je trouve que il cherche beaucoup le coup fort quand même. Il cherche beaucoup le coup fort, parfois trop. On voit qu'il se déséquilibre même. Et il tape aussi beaucoup trop à la tête. En fait, je le vois vraiment comme un Ilia Topuria en miniature à la fois par la taille. Enfin, miniature, c'est un peu fort. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas une différence de taille énorme, mais c'est un 61. Et surtout par les compétences. En fait, je pense qu'il
il a sensiblement le même set de compétences que son frère, mais il est un petit peu moins bon dans chacune de ses compétences. En anglaise, par exemple, il a un excellent jab, vraiment magnifique. C'est avec ça qu'il fait énormément de dégâts au visage de Begzat. Et il touche beaucoup avec cette arme-là. Il a toujours un très bon timing dessus. Mais par contre, je trouve que voilà, il combine pas assez avec le corps. Il cherche un peu trop le coup fort à la tête. Et du coup, ça fait qu'il a plus de mal à trouver son ouverture que son frère. Là où ce qui fait la force d'Ilia et ce qui lui permet d'aller trouver ses KO à la tête, c'est qu'il tape d'abord au corps pour ouvrir, pour feinter, entre guillemets, et faire baisser les mains. Donc, ça, c'est peut-être ce qui manque à Alexandre, mais je pense qu'il peut assez vite le rajouter à son jeu. Il a des très bons mouvements de tête défensivement. Global, je l'ai dit, hein, très bonne responsabilité défensive. Donc voilà, il lui manque peut-être aussi un petit peu les combinaisons. Il est un petit peu sur la frappe unique. Ça rejoint cette notion un peu de coup fort. J'ai trouvé peut-être, ouais, juste sur le plan défensif, un striking assez sensible au low calf kick. Mais ça, c'est la posture qui veut ça, malheureusement. Il y allait aussi. Après, il a développé une stratégie que je trouve pas mal. C'est ces espèces de petits bonds de retrait qu'il fait quand il voit les calf kicks et les low kicks venir. Chose que n'a pas, enfin, ou du moins moins fait Alexandre, en tout cas dans ce combat-là. Et peut-être, voilà, bonne pression, bon cadrage, mais il capitalise pas assez. Voilà, pour ce qui est des défauts. Alors, je suis dur, entre guillemets, hein, je parle beaucoup de ses défauts, parce que, voilà, je pense que vu le nom qui est le sien et vu les prétentions qui sont les siennes, il faut être critique sur les défauts, mais au global, évidemment, c'est une performance que j'ai trouvée magistrale. Le fait de, entre guillemets, accepter de perdre les premières minutes pour tâter son adversaire et derrière de prendre une maîtrise quasiment totale du combat, hein. Il a quasiment plus jamais été en danger par la suite. Il a maîtrisé presque de A à Z face à Bexat. Donc voilà, vu son âge en plus, ce qu'il a montré là, on rappelle quand même que pendant longtemps, il y a eu un gros tour dans sa carrière parce qu'il a aidé son frère à s'entraîner. Il revient que maintenant, on va dire, au haut niveau. Donc ça aussi, c'est des choses qui jouent. Je pense que c'est le genre de profil qui peut progresser très vite de combat en combat, un petit peu comme il y a d'ailleurs, hein. Je pense que c'est deux talents là-dessus qui n'ont pas grand-chose à prouver sur l'aspect apprentissage. Mais voilà, très impressionné par Alexandre. Excellent combattant, qui fait ça surtout, hein, c'est ça aussi. C'est que là, par exemple, où Abdulrahman Yakev a fait ça face à une adversité limitée, lui fait ça face à un très 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 bon combattant, hein. Begzat, c'est vraiment, faut pas se fier à son, du coup maintenant 1-2 à l'UFC. Ces deux défaites, c'est à chaque fois des membres de famille historiques et illustres. Donc Ousmane Nurmagomedov pour rappel pour son premier combat et ensuite maintenant Alexandre Topuria. Donc voilà, assez hypé par la suite pour Alexandre. Je pense pas qu'il ait le niveau de son frère, hein, faut être honnête, mais ça l'empêchera pas à mon avis de pouvoir rentrer d'ici peu dans le top 15, pardon. Top 5, je ne l'exclus pas non plus hein, à terme, mais il a que 29 ans, mais c'est trop tôt pour le dire. Il faut voir un petit peu plus d'adversité, mais en tout cas, le top 15, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il finira par l'intégrer. Et j'ai donc un combattant parfait pour ça pour la suite, Monsieur Felipe Lima, que j'aime beaucoup, alors qu'il n'est pas top 5. Alors il faut voir si Felipe Lima va rester de chez 61 ou pas. Depuis la défaite face à Talbot, je crois pas qu'il ait été reprogrammé. S'il a été reprogrammé, pardon, face à Daniel Marcos, il me semble, et ça a été annulé, mais justement, c'était sur cet événement-là, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça, je vais vous dire, de toute façon, je l'ai juste là. Est-ce que c'est ça Est-ce que Oui, c'est ça. Face à Daniel Marcos. Et du coup, ça, c'est le genre de combat qui était Daniel Marcos, si je dis pas de bêtises, c'est un 61. Je vérifie ça pour ne pas dire de bêtises. Daniel Marcos, oui, 61. Donc voilà, Philippe Lima a dû se retirer, mais peut-être pour blessure ou maladie, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un combat que j'aimerais beaucoup. Deux jeunes, Philippe Lima 27, lui 29. Deux combattants assez complets, très, très agréable à regarder les combats, donc ça donnerait en plus de ça un beau combat. Et je dirais pas non si Alexandre s'impose face à Topuria, face à Felipe Lima, pardon, soit rentrer directement dans le top 15, soit derrière ce combat-là d'avoir un top 15, parce que vu le nom et tout, en plus je pense que l'UFC va vouloir le, euh, le projeter en avant, donc ça serait pas impossible. Et pour Bexat, j'ai un nom en tête, alors après c'est pas... J'y ai pensé comme ça parce qu'il devait affronter Alexandre à la base. Cody Adon, voilà, qui devait affronter Alexandre Topuria pour son premier combat et qui a dû se retirer. Combattant très solide, Cody Adon, et ça permettrait d'avoir un nouveau test pour Bexat. J'espère vraiment qu'il va pas être cut à 1-2. Je pense pas parce qu'il a quand même mis un sacré KO, il a Daoumar et tout, donc à mon avis, ils vont le garder au moins pour un combat de plus. Alors Cody Adon, c'est pas un cadeau, hein, comme entre guillemets combat décisif pour un contrat, mais à mon avis, ils vont vouloir lui mettre quelqu'un d'assez bon en face pour le tester donc, et voir s'il mérite.
Donc je pense que ça peut être un nom qui a du sens. Et ceci étant dit, on arrive à la partie un petit peu croustillante de cette rubrique des prospects. Mon plutôt, top 3 des prospects à retenir. Ça a été. Non, pardon, excusez-moi, je me rends compte que j'oublie Shamrock face à Nurolo Aliyev, là où on avait clairement une opposition entre deux prospects. Donc Nurolo Aliyev qui s'impose à la décision unanime 30-27 pour les trois juges, si je ne dis pas de bêtises. Domination totale de Nurolo Aliyev. Domination en anglais, je trouve qu'il a vraiment progressé sur son anglaise. Même pas eu besoin d'utiliser sa lutte. Shamrock, très déçu de Shamrock. Voilà, c'est. Debout, c'est très 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 limité. Voilà, il recule beaucoup en ligne, il est très très poreux défensivement. Il y a les kicks, ouais, il a des plutôt bons kicks. Mais à part ça, vraiment assez limité. Par contre, on a vu que dès que ça a touché le sol, on sent que c'est son élément de prédilection et qu'il est très bon là-dedans. Après, pour le coup, voilà, quand même assez déçu de Shamrock qu'on pouvait attendre aussi vu son niveau en grappling. Lui, pour le coup, je ne fais pas valider le statut de prospect. Ah oui, je ne l'ai pas dit pour Alexandre Topuria, mais évidemment, hein, statut de prospect validé. En revanche, Nurolo Aliyev, donc il n'a que 24 ans, hein, lui aussi. Lui, par contre, pour moi, valide clairement son statut de prospect, notamment grâce au progrès qu'il a montré en anglaise. Ça a été quelqu'un d'assez inactif sur les dernières années, mais voilà, vu son âge, vu son niveau, on sait qu'il a une excellente lutte. Ça va être quelqu'un à suivre dans cette catégorie-là, des 70, catégorie assez chargée. Hein, donc, je, je, euh, je pense qu'il va avoir de quoi faire en termes d'adversité. Je regarde juste parce que j'avais souvenir de m'être noté une note que je ne retrouve pas. Excusez-moi pour ce petit décalage. Je m'étais noté, je crois, une opposition oui, voilà, pour le Nurolo Aliyev. Je m'étais noté Chase Hooper comme prochain combat. Je pense que ça serait sympa. Chase Hooper reste sur une défaite. Ça serait un petit peu opposition de style au sein du grappling, lutte contre Jiu-Jitsu brésilien. J'aimerais beaucoup voir ce combat. Je pense que l'un comme l'autre pourrait s'imposer, mais allez, pour la dynamique, je donnerais quand même une petite avance à Nurolo Aliyev, donc qui lui vraiment confirme son statut de prospect, décidément une carte remplie de prospects intéressants. Et on en vient donc à ce fameux top 3. Alors j'ai beaucoup hésité pour la pour la troisième place, pardon. Donc je vais quand même mettre Miktibek Orolbai. Voilà, donc 15-2-1, 27 ans, KO magnifique face à Jack Hermanson. J'hésitais avec Nurolo Aliyev, mais je le mets quand même devant parce qu'il y a peut-être eu plus d'adversité en face, même si c'était un Hermanson, entre guillemets, peut-être un peu l'ombre de lui-même, mais quand même, lui faire ça alors qu'il descend d'une KT et que ça a été historiquement un mec qui est resté longtemps dans le top 10 des 84, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'il est très prometteur vu sa puissance physique et tout. Il a quand même confirmé, du moins sur le plan du striking, que le différentiel physique qu'il aurait peut-être avec les 77 n'était pas trop gênant. Donc je le mettrai à la troisième place. À la deuxième place, je mettrai Monsieur Topuria, frère Alexandré, 7-1, 29 ans. Un petit peu plus âgé, mais quand même, voilà, beaucoup de potentiel. Clairement de quoi faire en termes de partenaire d'entraînement, hein, puisqu'il s'entraîne avec son frère, évidemment, et Gouram aussi, qui, même s'il a sauté de l'UFC, reste un excellent combattant. Et en 1, donc évidemment, Abdulrahman Yakiev, 8-0, 24 ans. 8-0, je me demande s'il a. Je crois qu'il a 7 finishes sur les 8. Donc, non, vraiment un nom tout simplement effrayant et qui va très, 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 très vite, croyez-moi, se faire une place dans le top 15 de cette catégorie des 93. Et donc, pour le prospect, le ranking, un petit peu mon top 15 pound for pound, on va dire, des prospects à l'UFC, bah, écoutez, pour le moment, en fait, on ajoutera les noms petit à petit. C'est ça que je vais vous expliquer tout à l'heure, qui n'était peut-être pas très clair. Là, du coup, bah, pour le moment, on a que trois noms. On a que Yakaev, Alexandre Topuria et Miktibek Orolbai dans le top 15. On l'ajustera, en fait, on rajoutera des noms à chaque carte. Et au bout d'un moment, ben, on aura un top 15 rempli. Et en fonction des performances, j'en ferai sortir certains, je ferai monter d'autres et tout. Donc ça va être un petit truc marrant à suivre. Voilà, là pour le moment, vu que c'est le début, on a que trois noms. J'aurais pu d'ores et déjà vous faire mon top 15, mais j'ai prévu une vidéo dédiée sur les prospects à suivre pour 2026. Donc je voulais pas, entre guillemets, vous spoiler. Donc pour le moment, on fera carte par carte. Donc c'est pour l'heure Abdulrahman Yakiev qui est notre numéro 1 pound for pound prospect.
On enchaîne sur la 4e rubrique top et flop. Et je me rends compte qu'on est déjà à plus d'1 heure d'épisode. Donc heureusement que je sépare maintenant. Parce que bon, après, là c'est la première, il y avait des choses à expliquer, tout ça. Le format va se fluidifier avec le temps, évidemment, vous en doutez. Et puis surtout, c'était une carte sur laquelle il y avait beaucoup de choses à dire, forcément. Donc ça implique un épisode peut-être un petit peu plus long. Donc rubrique 4, top et flop. On commence par les flops, on finit par le positif, bien sûr. À la 3e place des flops, je vais mettre. Alors vous allez voir, hein, c'est mi-sérieux, mi-drôle. Enfin, drôle, ça sera à vous de juger, mais mi-sérieux, mi-humoristique, on va dire. À la 3e place des flops, je vais mettre la redescente d'Hermanson, qui selon moi n'a pas de sens. Je ne comprends pas trop, je vous l'ai dit. À son âge, à son statut, enfin à son stade de carrière, pourquoi redescendre, pourquoi prendre ce risque, surtout après un KO. Donc pour moi, c'est le 3e flop de cette soirée. Le 2e flop, ça va être le striking de Shamrock, que j'ai trouvé, voilà, je viens de le dire, plus que moyen, plus que limité. Alors il peut progresser, hein. Il a Luke Riley quand même comme partenaire d'entraînement, mais je le vois plus difficilement progresser en striking que Luke Riley progresser en grappling, vu l'entourage qui est le sien. Et en numéro 1, vous l'avez peut-être dû venir, le sol de Dan Hooker, monsieur Dan Hooker, The Hangman, qui, pour un top 5, enfin je crois qu'il était top 6 avant ce combat-là, pour un top, allez, proche top 5 on va dire, montrer un niveau au sol quand même comme ça, dans une des catégories les plus relevées de l'UFC, voilà, c'est un petit flop. C'est un petit flop, on va le dire. Et donc, c'est pour ça que je le mets en numéro 1 de mes flops sur cette soirée. Et on passe au top. Donc, n'hésitez pas, hein, comme je vous le dis, n'hésitez pas à jouer ceux qui ont loupé la partie explication de la saison 2. Voilà, je le disais. Le but aussi de ces nouvelles rubriques, c'est de rendre le truc un petit peu interactif avec vous. Donc, que vous puissiez commenter quels sont vos tops, quels sont vos flops. N'hésitez pas à mixer le sérieux, l'humour, me donner vos prospects, tout ça. C'est le but, je vous lirai, je vous répondrai, évidemment, vous le savez, je réponds à tout le monde. Donc pour les tops, on passe, donc on part, pareil, il y aura pas top 3, top 1. Top 3, la défense de lutte de Yann Yari. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très très bon dans sa défense de lutte et vraiment très impressionnant face à un pourtant très bon lutteur. En numéro 2, je mettrai Waldo Cortés Acosta qui vient nous signer une très belle victoire en short notice face à un opposant, enfin un opposant, un adversaire classé derrière lui, donc il avait entre guillemets tout à perdre et pourtant il en est ressorti grand vainqueur. Et petite mention bonus, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis numéro 2, la séquence lunaire est très drôle avec le bandeau de pirate sur Michael Bisping. Ça m'a fait beaucoup rire, notamment la réaction de Bisping qui était littéralement mort de rire durant la séquence. En plus, alors ça aurait pu être encore plus drôle s'il lui avait mis sur le mauvais œil, mais non, il lui a mis sur le bon œil. Donc pour ceux qui ne savent pas, évidemment, Michael Bisping n'a plus qu'un œil suite à une blessure en combat. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette petite séquence. Donc ça rajoute, peut-être que je l'aurais mis 3e sinon. Et en top 1, je pense que vous l'avez senti quand j'en ai parlé, mais Kyoji Horiguchi, voilà, au global, quoi. Kyoji Horiguchi, j'ai adoré la performance de A à Z, le retour, le fait de revenir, entre guillemets, en patron après toutes ces années. Ça fait quasiment 10 ans, hein, je crois que c'était il y a 10 ans la défaite face à Demetrius Johnson. Donc revenir de la sorte, c'est vraiment magnifique. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment, au-delà de sa performance, au-delà de son style de combat qui est très agréable à regarder, qu'il aura le title shot, parce que pour l'intégralité de sa carrière, il le mérite. Peut-être pas sportivement actuellement, il lui manquerait une victoire de plus dans le top 5. Parce qu'en tout cas, j'espère que s'il n'a pas le titre, il aura un top 5 parce qu'il le mérite vraiment. Mais pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, et si on prend en compte son run UFC passé, je trouve qu'il mériterait d'avoir la ceinture. Donc voilà pour mon top et mes flops. Encore une fois, n'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. Rubrique numéro 5, le Contenders Bonus. Donc là, ça aussi, ça va être une rubrique rapide. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté la petite partie explication sur les nouveautés de la saison 2, je vous donne mon combat de la soirée, performance de la soirée, KO de la soirée et soumission de la soirée. Combat de la soirée, je vais dire Alexandre Topuria, Begzat Almakan. Il n'y a pas eu de vraiment un combat qui sortait particulièrement du lot. J'aurais pu vous mettre Belal contre Yann Gary, mais je vais garder celui-là pour la dynamique. Quand le combat a commencé, les 2-3 premières minutes, je me suis dit, oula, ça va être compliqué pour Topuria. Et au final, il a inversé la tendance magistralement. Donc j'ai beaucoup aimé ce combat. Performance de la soirée, vous le voyez venir, Kyoji Horiguchi, évidemment. Alors il y en avait beaucoup qui étaient éligibles, mais là, je trouve que vraiment pour ce retour en trombe qu'il nous a fait, il méritait évidemment la performance de la soirée.
KO de la soirée, je vais dire Waldo Cortés Acosta. Là aussi, il y en avait beaucoup, mais je le mets lui parce que voilà, c'était un short notice. Le KO en lui-même est assez brutal et le fait de venir en short notice contre un adversaire classé derrière soi, j'aime beaucoup la paire de voilà, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris. Donc je pense que pour ça, il mérite. Et soumission de la soirée, je vais dire Assou Almabayev pour le côté original, on va dire, de la soumission. Voilà, le fait d'aller chercher cette guillotine. Alors, c'est pas une standing guillotine, mais en quelque guillotine montée, je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais voilà, c'est beau finish, très, très opportuniste. Et on a senti la puissance une fois qu'il avait verrouillé. Il a verrouillé ça très vite. Donc voilà, pour le côté un petit peu créatif, je décernerai la soumission de la soirée à Assou Almabayev. Et on finit donc par la 6e et dernière rubrique, la note. Donc pour rappel, j'avais donné 19 sur 20 sur le papier à la carte et je vais réitérer avec un 19 sur 20. Alors, je le redis à chaque fois, mais pour que ce soit plus clair, quand je donne les notes, c'est proportionnellement au type de carte. Évidemment que je vais être plus sévère sur un numéroté que sur une Fight Night. Là, pour une Fight Night, honnêtement, c'est très très dur de faire mieux, hein. Est-ce que c'était mieux que le FC Paris? On est toujours un petit peu biaisé, hein, parce qu'on est fan français, donc forcément l'UFC Paris c'est un petit peu spécial pour nous, mais je crois même que j'ai peut-être préféré cette carte-là, pour vous dire, même si les Français ont brillé à l'UFC Paris, parce que là on a eu, en tout cas si je me mets à la position d'un fan international, cette carte-là je pense était quand même légèrement meilleure, un petit peu moins spectaculaire, mais peut-être voilà, plus de prospects, plus de nouveaux noms qui ont confirmé, moi j'aime beaucoup ça, qu'il y avait quand même deux combats qui peuvent dessiner le futur numéro 1, enfin le futur contender à la ceinture dans deux catégories. Donc voilà, pour ces raisons-là, je le mettrai peut-être meilleur fight time de l'année même. Donc je pense que la note de 19 sur 20 est amplement méritée. Voilà les amis pour ce premier épisode de la saison 2 du Contenders Podcast, partie récap, donc vous aurez la partie... Alors pas de partie preview cette semaine puisqu'il n'y a pas d'événement ce week-end, mais donc vous l'aurez pour la semaine prochaine pour l'UFC 323, qui va être assez chargé à mon avis la partie preview parce qu'il y a des choses à dire sur cette magnifique carte aussi pour conclure l'année, enfin conclure les pay-per-view de l'année puisqu'on aura derrière la carte à l'Apex, qui est un petit peu moins... vendeuse, mais pour une carte à l'Apex, on a vu pire, franchement. On en parlera en temps voulu, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à, surtout, hein, j'insiste, d'autant plus si vous faites partie des gens qui regardent jusqu'au bout comme ça, n'hésitez pas à me donner vos retours, ce que vous avez aimé de ce format, si vous rajouterez peut-être une rubrique, pardon, si vous ajouterez quelque chose au sein même d'une rubrique déjà existante, voilà, de me donner aussi, donc comme je vous ai dit, participez vous aussi, donnez-moi vos tops, vos flops, vos bonus de la soirée, votre top 3 prospects, tout ça, on va en discuter. J'ai hâte de voir vos retours. Et comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, il faudrait peut-être que je le dise au début, ça plutôt, mais ça va venir avec le temps. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, bien sûr. Et voilà, pour faire développer cette affaire. J'allais dire pour faire avancer le boudin, mais bon, ça c'est Monsieur Herminet. Déjà, je lui ai piqué, je vais être très honnête, les amis, le truc de commencer l'émission par des questions, voilà, je l'ai volé au GOAT du journalisme MMA français, Monsieur Alex Herminet dans Jab Life. Je trouve que c'est très efficace de commencer par des questions, ça dynamise de suite le truc, plutôt que de commencer par le traditionnel bonjour à tous, bonjour à toutes, etc. Donc voilà, donc merci pour l'inspiration, Monsieur Herbinet. Voilà les amis. Je vais pas faire durer plus que ça fait déjà un petit peu plus d'1 heure pour juste un récap, c'est assez long déjà. On va s'arrêter là-dessus. En tout cas, merci. J'espère vraiment, je le redis, que cette nouvelle formule va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des recommandations, encore une fois, pour la faire évoluer et avoir quelque chose de très sympa à l'avenir. Merci et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le MMA. Ciao!